Le 12 mai 2019, une image a été publiée sur 4chan. Une image qui, à elle seule, reste profondément dérangeante, mais qui était accompagnée d'un court récit. Si vous ne faites pas attention et que vous nous clippez de la réalité dans les mauvais endroits, vous finirez dans les backrooms, où il n'y a rien d'autre que la puanteur des vieilles moquettes humides, la folie du monochrome jaune, le bruit de fond incessant des néons au maximum de leur intensité, et environ 1,550 km² de pièces vides segmentées au hasard pour vous piéger. Que Dieu vous protège, si vous entendez quelque chose errer près de vous, car il est certain que ça vous a aussi entendu. Le 7 janvier 2022, un youtubeur nommé KanePixel, alors âgé de 16 ans, a sorti un court-métrage d'horreur appelé The Backroom. On y suit un adolescent alors qu'il se retrouve dans les backrooms, les explore puis finit par être attaqué par l'entité qui y rôde. A l'époque, personne ne pouvait se douter du phénomène que cette vidéo allait créer. Bonjour, ça fait longtemps. Il s'est passé pas mal de trucs dans ma vie, notamment le fait que la canicule m'a claqué 50 fois, et cette canicule a fait exploser ma caméra. Caméra que j'avais payée un peu cher quand même. Caméra qui n'a pas voulu être remplacée. Donc, malheureusement, j'ai perdu pas mal de trucs. Cette vidéo a été enregistrée sur le cours de 1 mois, et du coup, beaucoup de choses vont changer dans le décor et dans les caméras. Ne parlez pas de ma coupe, sinon je vais vous tuer. J'espère que vous pourrez profiter de la vidéo, autant que moi j'ai eu de plaisir à la faire. Mais juste avant qu'on commence, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, et si vous avez un truc à dire, comme par exemple « c'est quoi cette coupe de merde ?», je vous attends dans les commentaires. Aussi, je compte reprendre Twitch avec un live demain à 17h, donc si jamais vous êtes disponible, je serai très content de vous y voir. Et enfin, pour de vrai, profitez bien de cette vidéo. Sound, camera, Rolling. alright, and action. The Backroom Found Footage, également connu sous le nom de Found Footage 1, est le premier épisode de la série de The Backroom. Le 4 juillet 1991, KanePixel tourne un film amateur avec plusieurs autres personnes. Après avoir filmé une scène où un homme déguisé en singe contourne un conteneur pour effrayer un autre homme, le réalisateur demande à Kane de reculer afin d'obtenir un plan plus large. Alors qu'il recule pour prendre ce plan, Kane traverse soudainement le sol et tombe dans les backrooms. Confus et à juste titre terrifié, Kane décide de continuer à filmer pendant qu'il explore les lieux. À un moment, il a l'impression que quelque chose le suit et se retourne brusquement. Hello? Is someone there? Il ne le remarque pas, mais quelque chose s'est caché derrière un mur. Il continue alors son exploration, traversant pièce après pièce, toutes recouvertes du même papier peint jaune, qui semble pour l'instant s'étendre à l'infini. Après avoir marché encore un moment, Kane découvre des flèches menant à un étrange dessin. Peut-être qu'il n'est pas totalement seul ici. Soudainement, un monstre pousse un cri et se lance à sa poursuite. Alors qu'il court désespérément pour sauver sa vie, on obtient un meilleur aperçu de la créature. Une entité humanoïde qui semble être composée d'une texture semblable à des fils. Kane finit par lui échapper en sautant dans un trou. Atterrissant dans une pièce qui ressemble à l'intérieur d'une maison. Ce qui est une référence à cette image. Après avoir monté les escaliers, Kane arrive dans un endroit ressemblant à une galerie vide. En regardant à travers la seule fenêtre, il voit une référence à une autre image extrêmement populaire. Au bout du couloir, Kane rencontre un gouffre, avec en face de lui un couloir qui semble se copier à l'infini sur le mur d'en face. What the fuck? This isn't real. This isn't real. Après être revenu sur ses pas, Kane finit par trouver une porte de sortie. Mais malheureusement, derrière celle-ci ne se trouve rien d'autre que les mêmes backrooms. Après un tout petit peu plus d'exploration, il se passe ça. Kane se met à courir. Et se cache dans une petite pièce plongée dans l'obscurité.
En s'enfonçant davantage dans la pièce, il se retrouve bloqué par une pente extrêmement raide qui semble être une impasse. La caméra lui échappe des mains, tombe dans le trou, et nos clips depuis le ciel, avant de finalement s'écraser dans l'herbe. La caméra arrive quand même à survivre à la chute, ce qui explique probablement comment elle a été retrouvée en 1996, comme l'indique la description. J'aimerais toutefois souligner 2 détails. Premièrement, au début de la vidéo, le club de tournage affiche à côté du nom de Kane la date de sa chute, le 4 septembre 1991. Est-ce que Kane a survécu 5 ans dans les backrooms ? Non, ça paraît impossible, la batterie de la caméra n'aurait jamais tenu aussi longtemps. Alors est-il possible que lorsque la caméra est sortie des backrooms, elle ait été projetée 5 ans dans le futur ? Impossible à savoir pour le moment. Deuxièmement, la description de la vidéo contient un lien vers une autre vidéo cachée. La vidéo commence sur un écran bleu affichant le message « Données non accessibles ». Cependant, le fichier archive.tar est rapidement reformaté avec succès, puis chargé. Son contenu nous est alors présenté sous la forme d'une série d'images liées au backroom. Une pièce inconnue qui ressemble fortement au backroom, le plan d'une machine ou d'un ordinateur, une salle inondée contenant une canalisation, un scientifique au visage censuré, assis près d'une imprimante en train d'écrire, une autre personne, probablement un scientifique ou un électricien, travaillant sur un équipement, son visage aussi censuré. Possiblement une grande machine, accompagnée de nombreux câbles, qui est en train d'être créée. Un troisième scientifique, encore une fois au visage censuré, travaillant sur un ordinateur tout en observant les backrooms à travers une fenêtre. La zone des backrooms affichée sur son écran semble suggérer qu'il y a une caméra aussi. Une image modifiée d'un endroit situé dans les backrooms, une zone y est entourée en rouge et porte l'étiquette NU Zone 4. À gauche, un texte indique « En raison de l'écart entre les panneaux 225 et 234, un champ KX nul y est créé ». En termes extrêmement simples, lorsqu'un écart d'élévation se produit dans le monde réel, ça crée une nue zone. Ça peut provoquer le no-clip d'une personne ou d'un objet vers les backrooms. Dans le monde réel, il existe une probabilité extrêmement faible que votre main traverse une table lorsque vous la touchez. Les zones nues semblent augmenter cette probabilité de manière extrême, ce qui signifie que Kane a probablement eu la malchance de marcher sur une de ces nues zones. Ça pourrait également expliquer pourquoi la caméra réapparaît dans le monde réel en tombant du ciel. Puisque la zone observée est désignée comme la nue zone 4, ça implique l'existence d'autres zones nulles. C'est donc probable qu'il existe plusieurs points d'entrée et de sortie reliant le monde réel au backroom. La dernière image qui nous est montrée est un couloir situé à l'intérieur d'une immense machine. Cette machine existe dans la vraie vie. Elle se situe à Lawrence Livermore National Laboratory, un centre de recherche situé en Californie qui utilise 192 lasers pour recréer les conditions de la fusion nucléaire, le processus qui alimente le Soleil. Mais la National Ignition Facility n'a commencé sa construction qu'en 1997. Et celle-ci ne s'est achevée que le 31 mars 2009. Cette vidéo est datée de 1990. Ce n'est ni la première fois ni la dernière fois que vous entendrez parler d'images impossibles ou de vidéos qui ne sont pas censées exister. Ça semble être un thème à part entière des backrooms. Pour l'instant, je ne peux pas exactement vous dévoiler pourquoi je pense que ça existe, mais sachez qu'il y aura beaucoup de manipulation du temps. Et honnêtement, c'est incroyable. J'espère être à l'abri. Non. Vous avez trouvé du Oli, c'est sans sucre, c'est bon, c'est validé par mon chat. Tout ce que t'as à faire, c'est verser une cuillerée, de l'eau, secoue le shaker. Encore. Et maintenant, délicieux. Et j'ai mes préférés, le Strawberry Shark. Je pourrais probablement en boire beaucoup trop. Par contre, celui-là, lui, je le garde pour les jours où j'ai besoin d'un petit coup de boost. Vous ne connaissez pas votre goût préféré ? C'est pas grave. Si vous voulez tester sans choisir au hasard, prenez le Starter Set Deluxe. Vous avez le shaker et des sachets pour découvrir plusieurs gammes. Actuellement, Oli me sert surtout à survivre à la canicule, mais aussi aux sessions de montage très longues qui peuvent durer jusqu'à 6h du matin, comme celle que je suis en train d'enregistrer dès maintenant, à l'aide. Que ce soit pendant mes sessions gaming tryharder ou même les rares fois où je sors, j'ai toujours une dose de Oli sur moi. Je suis quasiment tombé amoureux de cette boisson. Alors, qu'est-ce que tu attends ? Va chercher ton Oli dès maintenant.
Utilise mon code CETRE pour avoir 10% sur ta commande et soutenir la chaîne. La vidéo débute par une voix robotique de mauvaise qualité qui nous présente une entreprise nommée Async Research Institute, ainsi que ses recherches sur un appareil appelé le Low Proximity Magnetic Distortion System, dont le troisième test vient tout juste d'avoir lieu. La voix nous indique que bien que les objectifs exacts du projet d'Async demeurent inconnus, le vice-directeur d'Async, Ivan Beck, affirme que leur disposition est destinée à devenir la solution à tous les futurs besoins mondiaux en matière de stockage et de logement, permettant également de réduire les coûts de construction, à condition de recevoir un soutien financier des États-Unis. Une fois ce discours terminé, des images du troisième test mentionné précédemment nous sont montrées. Async active le système à 3h17 du matin, le 2 juillet 1988. Des alarmes retentissent tandis que des étincelles et des éclairs dorés jaillissent de la machine, forçant l'arrêt immédiat de l'expérience. Après un fondu au noir, des bruits mécaniques se font entendre, ce qui peut laisser entendre que les rechercheurs vont tenter une nouvelle fois de réaliser le test. First Contact se déroule après les événements de The Third Test. La vidéo commence par un avertissement du FBI avant que le logo d'Async n'apparaisse à l'écran, ce qui laisse supposer que l'entreprise a finalement obtenu un financement gouvernemental. S'ensuit une série d'informations techniques révélant que les images montrent le sixième test du Low Proximity Magnetic Distortion System. Ça m'a pris 10 essais. On y voit également une liste de modifications apportées à l'expérience, plusieurs photographies de machines utilisées, ainsi que diverses données supplémentaires, dont un message affiché à l'envers. DNCH/DY égale 8000. Échec, échec, échec. Je ne suis pas physicien, je ne sais pas ce que ça veut dire, ne me le demandez pas. Les images montrent ensuite la même machine que dans la vidéo d'avant, alors que le test commence le 17 octobre 1989 à 17h03. Cependant, à 17h04, l'expérience semble perdre tout contrôle. Un scientifique hurle qu'il faut arrêter immédiatement la machine, tandis qu'un responsable supérieur lui ordonne d'attendre. Il y a quelque chose. Peu à peu, la cartographie de cette chose commence à apparaître. Puis alors que la caméra revient sur la machine gravement endommagée, cette chose nous est enfin révélée. Les backrooms. Dans la description, une autre vidéo cachée est disponible. I'm Ted Koppel. There has been a rather strong earthquake in Northern California, so strong in Faultline.mov est une véritable archive vidéo provenant d'un reportage sur le séisme de Loma Prieta en 1989, auquel a été ajoutée une musique particulièrement marquante. Le séisme de 1989 à Loma Prieta est un tremblement de terre réel qui a frappé la côte centrale de la Californie. Il est également intéressant de noter qu'il s'est produit le même jour où Async aurait utilisé son dispositif pour ouvrir un portail vers les backrooms. Hello, c'est CETRE du montage. Cette partie est peut-être non canon à l'histoire, car elle n'apparaît pas dans la playlist officielle. Malgré ça, je trouve que le fait d'ancrer les événements dans la réalité est une excellente idée. La plupart de la communauté a d'abord supposé que le tremblement de terre avait été causé par Async en ouvrant l'accès aux backrooms. Mais Kane a ensuite confirmé que ce n'était pas le cas. Async effectuait par hasard ses tests au moment où le tremblement de terre s'est produit. station in San Francisco, KGO, and you can see that there are... La vidéo débute par plusieurs affiches de personnes disparues. Les individus présentés sont Nicola Boyton, Margaret Watson, un homme non identifié, Ellis White, un enfant âgé de 2 ans, Janice Scott, ainsi que James Ismail. Un graphisme apparaît ensuite à l'écran nous montrant que depuis l'ouverture des backrooms le 17 octobre 1989, le nombre de disparitions a connu une augmentation significative, suggérant que ces personnes auraient accidentellement no-clip dans les backrooms.
J'aimerais aussi pointer que l'autre grosse montée dans la courbe se passe au milieu de 1988, au même moment qu'Hastings faisait le 3e test, ce qui est probablement lié. La vidéo nous montre ensuite la machine réparée après les dégâts qu'elle avait subis dans la vidéo précédente. Cet enregistrement a lieu le 3 février 1990, soit 4 mois après son ouverture. Après une brève apparition du logo d'Hastings, nous découvrons enfin des images tournées à l'intérieur des backrooms. Un groupe de 4 personnes vêtues de combinaisons de protection jaune explore les lieux tout en déroulant derrière eux une ligne rouge afin de retrouver leur chemin. Après un petit peu de marche, ils finissent par trouver le cadavre d'une personne recouverte de ce qui semble être de la moisissure. Le corps semble être celui de Nicholas Bolton, l'une des personnes figurant sur la toute première affiche de disparition que nous avons vue plus tôt. L'un des explorateurs remarque que cette découverte ne figurait pas dans le dernier rapport, ce qui laisse entendre qu'il ne s'agit probablement pas de la première expédition menée dans les backrooms. À la fin de la vidéo, l'image bascule sur 2 photographies de micro-organismes suivies d'un texte affiché à l'envers sur un écran bleu. Si quelqu'un est à blâmer, blâmez-le. Étant donné qu'à ce stade de l'histoire, un seul personnage est réellement nommé dans cette série en dehors de Kane, qui n'est même pas encore tombé dans les backrooms, ce message fait probablement référence à Ivan Beck, le vice-directeur d'Hastings. Cette vidéo nous donne une idée de la fréquence à laquelle des personnes no-clip dans les backrooms. Jusqu'ici on ne connaissait que Kane, mais comme vous pouvez vous en douter, on ne verra pas que lui. Autopsy Report se déroule 2 jours après les événements de Missing Person. Comme le titre l'indique, on assiste à une autopsie du corps d'un John Doe. Jane Doe étant le terme utilisé pour désigner des corps qui n'ont pas pu être identifiés. Subject is male, somewhere between 18 and 21 years old. I estimate that the time of death was around 5 days ago, but due to the severe tissue damage, it's hard to say for sure. Le médecin ayant réalisé l'autopsie découvre plusieurs anomalies. Bien que John Doe semble être mort il y a 5 jours, son corps présente un processus de décomposition anormal. Certaines parties semblent avoir cessé de se dégrader et restent intactes, tandis que d'autres continuent de se décomposer normalement. Le médecin a aussi prélevé des échantillons de bactéries noires et a découvert qu'il s'agissait de bacilles de foin. Le Bacillus subtilis, également appelé bacille du foin, est une bactérie bien réelle qui se trouve dans votre organisme en ce moment même, puisqu'elle fait partie de notre flore digestive. Elle est également très couramment utilisée dans les probiotiques destinés à favoriser la santé digestive. Comme le souligne le scientifique dans la vidéo, cette bactérie est généralement considérée comme inoffensive. Pour une raison inconnue, les backrooms semblent toutefois muter cette bactérie en quelque chose de nocif, capable de consumer certaines parties du corps. À la fin de son rapport, le médecin demande Mr. Beck, may I ask where this subject came from? Ce qui suggère fortement que les backrooms et tout ce qui leur est lié sont maintenus sous un très haut niveau de sécurité, même au sein des équipes impliquées. La vidéo coupe soudainement vers une télévision posée sur un bureau, clignotant rapidement. On y voit une succession d'images, des peintures de navires en mer, des fragments du corps vus précédemment, différents personnages et individus, des lancements de fusées, des éruptions volcaniques, des vues de l'espace, divers bactéries observées au microscope, ainsi que le président américain, Ronald Reagan. L'écran affiche ensuite un texte qui clignote partiellement corrompu. Et jusqu'à présent, le sentiment, toutes les interventions sérieuses dans ce domaine, cet environnement n'a jamais été adapté à l'humanité. Maintenir cette illusion reviendrait à condamner. Puis l'image change brusquement pour montrer une vidéo de la machine, recouverte d'une étrange lueur rouge ajoutée par-dessus. Deux choses à mentionner. Le bacille de foin a été utilisé pour tester la capacité des organismes vivants à survivre dans l'espace, ce qui explique possiblement la présence d'images de fusées d'espace, et Ronald Reagan était président pendant les premières expérimentations liées au backroom, les images provenant d'un briefing de presse daté du 17 mai 1988. Welcome to the Project TV31 Research and Development Team. Comme son titre l'indique, Information Video est une vidéo d'information qui débute par une présentation de bienvenue destinée aux nouveaux membres de l'équipe de recherche et développement du projet KV31. Dans cette courte vidéo informative, vous serez informé des protocoles requis concernant le projet KV31, ainsi que des futurs plans de développement.
Qu'est-ce que le projet KV-31 ? Le projet KV-31 concerne l'étude et le développement du Low Proximity Magnetic Distortion System d'Async. Grâce à un plan technique, nous apprenons enfin le nom officiel de la machine ayant ouvert l'accès au backroom, le KV-31 Threshold. La vidéo présente ensuite une liste de nombreux noms attribués au backroom, notamment le complexe qui est le plus utilisé, et précise que leur utilisation en dehors des installations est strictement interdite. Après quelques images qui défilent rapidement, la présentation passe à 2 règlements concernant le Threshold. Ne vous approchez jamais du Threshold sans supervision autorisée. Toute expédition doit être composée d'au moins 3 personnes. Then 3 individuals. Nous passons ensuite à un enregistrement daté du 29 février 1990, dans lequel une équipe de 4 employés d'Async pénètre dans le complexe. Alors qu'il progresse à travers les backrooms, le caméraman commence soudainement à entendre du bruit provenant d'une petite pièce. Guys, can you hear this? Il quitte son groupe pour aller vérifier la source du son, mais ne trouve qu'une salle vide. Cependant, lorsqu'il se retourne, Hey guys, can you hear this? Hey! Guys. Guys. George. Open! Fuck. Hey! incapable de retrouver son équipe, il tente de rebrousser chemin en direction de la sortie. Mais la ligne rouge qui lui servait de guide a disparu en même temps que ses collègues. Et sans elle, il se retrouve rapidement perdu. Au cours de ses recherches, il découvre d'abord une immense pièce ressemblant à un auditorium, avec au sol une étrange masse noire et granuleuse. Il trouve ensuite une ouverture dans un mur menant à une nouvelle zone du complexe dotée d'un plancher de bois et de murs recouverts d'un papier peint représentant des forêts. Vers la fin de son exploration, il découvre une hache, une brouette de bois et une maison, ou plutôt une image de maison intégrée au décor. Finalement, notre caméraman semble trouver une issue. Mais il est évident qu'il ne s'agit pas du même endroit que celui par lequel il est entré. Étrangement, grâce à son badge d'entrée, il parvient à entrer. À sa droite, on peut apercevoir un ordinateur et une fenêtre qui ressemblent fortement à ceux vus dans les archives du 11 mars. À sa gauche, il semble y avoir une série de serveurs. Et juste en face de lui, le Threshold. Alors qu'il avance vers le centre de la pièce, une alarme se met soudainement à retentir. La vidéo se termine sur 2 schémas thématiques, dont l'un représente la pièce dans laquelle il vient de rentrer. Sur ce schéma, on peut clairement distinguer la zone qui était censée correspondre à la salle depuis laquelle la personne observait le complexe dans la vidéo du 11 mars. Cependant, si cette salle est bien celle qui apparaît pour la première fois dans les archives du 11 mars 1990, et que les images que nous venons de voir sont datées du 29 février 1990, ça soulève une question importante. Pendant son séjour dans les backrooms, notre caméraman a-t-il disparu pendant près d'1 mois sans s'en rendre compte ? Ou a-t-il été projeté 1 mois dans le futur, au moment où il a entendu ce bruit, comme la caméra de Found Footage 1 ? Dans les 2 cas, on peut supposer que le temps ne s'écoule pas normalement à l'intérieur des backrooms. Autre petite mention importante, en regardant le calendrier, il n'y a pas de 29 février 1990. Kane a précisé que ce n'était pas une erreur, mais pour l'instant, personne n'a réussi à comprendre la signification de cette date. Motion Detected débute par un texte indiquant 5 mars 1990, soit 5 jours après les événements de la vidéo précédente. Nous voyons d'abord le Threshold, puis des images tournées à l'intérieur des backrooms montrant le début d'un projet de construction, probablement destiné à créer une zone sécurisée ou une sorte de poste d'étude. Un système de caméra de surveillance à détection de mouvement a également été installé dans toute la zone. Un texte à l'écran explique que 7 caméras ont été mises en place afin d'enregistrer tout changement de mouvement ou toute anomalie sonore détectée. Une carte apparaît ensuite indiquant l'emplacement de 5 de ces 7 caméras ainsi que leur positionnement optimal. Ce qui suit est une compilation des alertes de mouvement enregistrées durant la nuit du 5 mars 1990. À 19h39, la caméra 3 détecte 3 chercheurs d'Async en route vers une exploration des backrooms. À 20h26, la même caméra enregistre leur retour. À 21h02, un superviseur est détecté passant dans la caméra 6. À 21h14, le son de la fermeture du Threshold est enregistré. À 1h06, la caméra 2 détecte un bruit provenant d'une source inconnue à l'intérieur des backrooms.
À 2h13, un bruit est détecté, indiquant une défaillance du microphone de la caméra 3. Enfin, à 3h53, la caméra 5 capte un mouvement étrange. Ce qui semble être une entité inconnue noire qui rampe sur le toit. Enfin, je crois, c'est pas exactement clair malgré le cercle rouge ajouté et les images agrandies et améliorées. Personnellement, j'y aperçois une paire de jambes humaines. Il s'agit probablement de l'une des entités, mais comme elle n'apparaît jamais clairement à l'écran, on ne peut pas totalement en être sûr. Prototype est une vidéo très courte, prenant place le 10 mai 1982, soit 7 ans avant l'ouverture du threshold vers les backrooms, et il s'agit du tout premier enregistrement connu dans la chronologie jusqu'à présent. On nous montre un dispositif métallique à 8 bras qui entoure une petite bille de métal. Ces 8 éléments semblent être des générateurs de champs électromagnétiques. On nous apprend que ce test est mené au Oak Ridge National Laboratory sous la supervision de Philip R. Heyman. La machine s'active, et un petit dispositif situé à sa base commence à tourner. Les 8 modules se déclenchent et une étincelle enveloppe la sphère. Quand la lumière intense se dissipe, la sphère a disparu. On peut supposer qu'il s'agit de l'un des tout premiers prototypes, voire du tout premier modèle du threshold. La bille a sûrement été téléportée dans les backrooms. Pitfall commence par un texte indiquant 6 mai 1990, documenté par Marvin E. Lace. La vidéo passe ensuite à la perspective d'une caméra tenue par Marvin, alors qu'il entre dans une pièce remplie d'équipements et de combinaisons de protection. Il pose la caméra sur un banc, où elle filme 2 hommes en train de discuter d'une visite à venir, tout en retirant leur blouse. Il mentionne qu'il est difficile de faire venir des gens jusque-là, mais on n'a pas suffisamment de contexte pour déterminer ce que signifie cette visite. La séquence suivante nous montre les rechercheurs, désormais vêtus de combinaisons de protection, effectuant un test microphone. On apprend ainsi le nom de 3 d'entre eux, Marvin, Mark et George. L'équipe se dirige ensuite vers le threshold, la caméra pointant brièvement vers la silhouette d'un homme qui les observe de loin d'une manière particulièrement inquiétante. Juste à l'extérieur du threshold, le petit poste de recherche aperçu précédemment semble désormais entièrement terminé. La vidéo coupe ensuite sur les membres d'Icing suivant une bande marquée de flèches. Au cours du trajet, Marvin demande à un autre employé si l'extension verticale a été approuvée. Ce à quoi celui-ci lui répond « Ils ne s'occuperont de ça qu'après la présentation ». On reçoit énormément d'informations, mais pratiquement aucun contexte pour les comprendre. La bande marquée de flèches les conduit jusqu'à une salle remplie d'équipements. Après avoir inspecté les lieux et réparé ce qui ressemble à un distributeur de rubans adhésifs, ils reprennent leur exploration. Oh, wow. This is new. L'équipe découvre alors une pièce inhabituelle, percée de trous, avec une porte visible de l'autre côté. Le 4e membre de l'équipe, dont nous n'avions pas encore entendu la voix, estime qu'il serait inutile de traverser, pensant que l'autre côté ne mènera probablement qu'à une impasse. Mais Mark n'est pas de cet avis et décide de traverser malgré tout. Il parvient sans trop de difficulté de l'autre côté, et lorsqu'il ouvre la porte, il semble émerveillé par ce qu'il découvre. Il demande immédiatement à Marvin de lui apporter la caméra afin de filmer ce qu'il voit. Bien qu'hésitant, Marvin s'exécute. Au moment où la caméra traverse, l'image se brouille brièvement et un texte apparaît. Bien que certaines données aient pu être déduites de ces relevés, personne ne savait réellement ce qui se trouvait de l'autre côté. Quelques instants plus tard, Marvin Même s'il est un peu sonné, il parvient quand même à récupérer la caméra. Le trou par lequel il est tombé se trouve désormais bien trop haut pour qu'il puisse y remonter. Le groupe de scientifiques élabore rapidement un plan pour récupérer Marvin de l'endroit où il est tombé, mais pendant qu'il attend, un cri puissant provenant de cette nouvelle zone le surprend. Il informe immédiatement son équipe qu'il a entendu ce qui ressemblait à une personne appelant à l'aide, mais aucun de ses collègues n'a entendu quoi que ce soit. Au lieu de rester sur place et malgré les protestations de ses collègues, il décide d'aller enquêter et, si possible, de porter secours à la personne qui pourrait être piégée à l'intérieur. Sur sa gauche, il remarque alors quelque chose qui attire immédiatement son attention. Une grande lueur rouge. Il traverse un couloir incliné dont le papier peint est visiblement plus verdâtre que celui des zones habituelles. Et, après s'être glissé à travers une ouverture dans le sol, Marvin découvre
quelque chose d'inattendu. Une sorte de quartier résidentiel avec une route et même ce qui ressemble à un ciel nocturne. Il entend de nouveau les cris au loin et commence à se demander si une certaine personne nommée Miller n'aurait pas raison au sujet des zones nulles. Cette remarque nous indique qu'Async, ou du moins une partie de ses employés, ne semble pas encore avoir connaissance de l'existence de ces zones, ou ne les considère pas comme une réalité. Marvin entre dans la seule maison dont les lumières sont allumées, les cris semblent provenir de là, et à l'intérieur, il découvre une pièce bleue avec des panneaux de signalisation inversés sortant directement de la moquette. Il poursuit son chemin par un couloir situé à l'autre côté de la pièce et perd rapidement le signal de sa radio. Au bout du couloir se trouve une grande salle remplie de chaises, de cartons aplatis, de chaussures et d'un sac à dos abandonné. En entrant dans la pièce, sa radio se reconnecte soudainement. Il informe alors son équipe que I think someone's been living down here. Living down there? That's not possible. Hey! Can you hear me? I think I got him. Sorry, can you repeat that? Marvin? That's not a person. What is that? That is not a fucking person! What? Marvin, talk to me. What do you see? What's going on? Pris de panique, Marvin se relève et s'enfuit de la maison, retourne dans la rue, repasse par l'ouverture dans le sol et court jusqu'au trou par lequel il était tombé. Il crie à son équipe de lui envoyer le câble de récupération. Ceux-ci le font descendre avec une valise attachée à son extrémité, sauvant Marvin d'une mort in extremis. Cette vidéo est extrêmement importante pour l'histoire. Au départ, je pensais que ce quartier était directement lié à la promesse faite par Ivan Beck dans The Author Test, lorsqu'il affirme que les backrooms permettraient de résoudre tous les problèmes de stockage et de logement. Après tout, ce quartier semble parfait pour reloger pas mal de familles, et pourtant, cette théorie ne tient pas vraiment. Cet endroit est présenté comme une découverte. Personne ne semblait connaître son existence avant. Et si les backrooms essayaient de reproduire le monde réel? Les maisons, les arbres, le fossier nocturne, les panneaux de signalisation inversés, tout est là, mais rien n'est humain. C'est comme une imitation imparfaite, une copie qui comprend l'apparence des choses sans réellement en comprendre le sens. De plus, la créature qui imite une voix humaine est probablement du même type que l'entité aperçue dans Found Footage 1. Report se déroule immédiatement après les événements de Pitfall. La vidéo commence par une vue extérieure du siège d'Async, tandis que l'audio de la rencontre de Marvin est joué en arrière-plan. That is not a fucking person! Marvin, talk to me. What do you see? Notre équipe d'exploration est revenue saine et sauve jusqu'au threshold où un responsable d'Async les attend. Petite note, ce n'est pas Ivan Beck. Deux autres chercheurs d'Async branchent ensuite la caméra sur un ordinateur et consultent les images de la créature capturée par Marvin. Ils mettent la vidéo sur pause et observent l'entité avec une expression de terreur, ce qui suggère que les enregistrements issus des caméras à détection de mouvement n'avaient pas encore été partagés avec le reste du personnel. Parallèlement, on voit un autre chercheur parcourir les installations avant de s'arrêter à un téléphone et de parler à quelqu'un. Ce qui dit ou l'identité de son interlocuteur reste volontairement floue. Après avoir pris connaissance de l'existence de cette créature dangereuse, Async met en place une barrière en bois sur le chemin emprunté par Marvin et son équipe, probablement dans le but de la contenir ou de la piéger. La vidéo se termine sur la construction d'une grille de sécurité installée derrière une grande fenêtre qui finit par être fermée. Mais il y a une autre vidéo cachée dans la description. Cette vidéo est extrêmement courte, environ 30 secondes. Les images montrent d'abord une autoroute, puis la caméra zone sur le côté droit de la route, où une voiture chute soudainement dans les backrooms. Nous n'avons pas de date précise pour cet enregistrement, mais il est probable qu'il ait eu lieu en 1989. En dehors de ça, le truc le plus intéressant, c'est la location de l'événement. L'autoroute la plus large du Royaume-Uni, connue sous le nom de l'Inishaw Mouse. Bien que le titre me rappelle quelque chose. Après un avertissement du FBI, la vidéo débute dans une salle de réunion face à un écran de projection. S'agit-il de la fameuse présentation mentionnée dans Pitfall? Le titre A-Space Prospective Development apparaît, accompagné d'images du quotidien et d'une voix off expliquant que l'humanité a connu d'innombrables innovations, ayant profondément transformé la société. Cependant, ces avantages ont également engendré de nombreux effets secondaires indésirables. Selon Async, la solution à ces problèmes serait le threshold.
La voix explique brièvement son fonctionnement tandis qu'un texte partiellement censuré apparaît à l'écran avant que la présentation ne saute directement à une section ultérieure. Une animation montre du personnel et du matériel traversant le threshold pour accéder au backroom. La narration précise que les ressources et les employés peuvent entrer facilement par un threshold désigné, ce qui suggère qu'Async envisage à terme l'existence de plusieurs thresholds. Il prévoit aussi de créer des thresholds plus grands, ce qui permettrait de faire passer des semi-remorques. Ce qui n'est absolument pas une mauvaise idée. La vidéo coupe ensuite vers une séquence de surveillance montrant un couloir des installations d'Async où 3 personnes marchent ensemble, avant de revenir à la présentation qui affiche 2 graphiques 3D comparant l'Aspace aux solutions de stockage conventionnelles. Les résultats indiquent que l'Aspace coûterait moins cher tout en offrant une capacité de stockage largement supérieure. La présentation confirme aussi qu'aux yeux d'Async, les backrooms sont infinis. Comme mentionné précédemment, Async présente les backrooms comme la solution ultime aux besoins de stockage de l'humanité. Mais l'entreprise va encore plus loin, elle envisage d'y installer des populations entières. On peut ainsi voir des concepts représentant des entrepôts, des restaurants, des centres commerciaux, des installations industrielles, des trains et même des quartiers résidentiels. Plusieurs concepts de maisons sont également montrés. Mais lors de la présentation du 7e modèle d'habitation, un écran bleu apparaît brièvement avec un texte inversé. Pour tromper le gouvernement fédéral. Ce message semble suggérer qu'Async tente de tromper, ou au minimum de cacher des informations cruciales au gouvernement fédéral, afin d'obtenir un financement qui lui serait autrement refusé. Par exemple, les créatures qui rôdent dans les backrooms, ou encore les personnes qui y ont disparu. Nous revenons ensuite à la présentation qui semble désormais prendre la forme d'une véritable visite guidée, exactement comme celle évoquée dans Pitfall. Un homme en costume se voit présenter le threshold depuis l'extérieur avant d'être conduit à l'intérieur pour visiter la zone de recherche. Nous obtenons enfin un gros plan sur cet homme. Il s'agit du directeur du département de l'énergie des États-Unis, James David Watkins. Le personnage est basé sur la personne réelle James Watkins, qui occupait effectivement ce poste entre 1989 et 1993. James est ensuite conduit à l'extérieur de la zone de recherche où une maquette des backrooms lui est présentée. La vidéo coupe alors sur la fermeture du threshold. Pendant ce temps, 4 personnes discutent autour d'une table dans un salle d'observation, visiblement en pleine négociation. Soudainement, une alarme retentit. L'un des employés se dirige vers un ordinateur pour vérifier la source du problème, et on découvre que le caméraman de Informational Video vient de réapparaître. Il a voyagé depuis le passé, jusqu'à cet instant précis, confirmant qu'il avait bien voyagé 3 mois dans le futur. Dans la description se trouve une vidéo cachée intitulée Simpson. Cependant, celle-ci ne provient pas de Kane, mais d'une utilisatrice nommée Laura Harris. La vidéo montre un extrait des Simpsons, quand soudainement le signal télévisé se brouille et laisse place à une publicité espagnole avant de revenir à l'épisode comme si de rien n'était. En creusant un peu, on découvre que l'épisode Bart se fait frapper par une voiture a été diffusé pour la première fois le 10 janvier 1991. Je vais assumer que l'enregistrement se passe donc ce jour. Or, la publicité espagnole visible au milieu de la vidéo n'a été diffusée pour la première fois qu'en 2000, ce qui devrait être impossible. Cette publicité ne devrait tout simplement pas exister à l'époque où l'enregistrement est censé avoir été réalisé. À ce jour, personne ne semble vraiment savoir comment l'interpréter. Étrangement, la vidéo suivante de la playlist est elle aussi non répertoriée. Cette vidéo n'apparaît dans la description que plusieurs vidéos plus loin dans la playlist, mais puisqu'elle est placée ici, je vais en parler maintenant. Cette vidéo prend la forme d'un enregistrement téléphonique à sens unique. On y entend un employé d'Async nommé Clyde lancer un appel et entrer en contact avec Ivan Beck. Clyde l'informe d'un problème rencontré par l'équipe travaillant sur le projet KV-31. Ivan demande si c'est à propos du gouvernement, mais Clyde précise que le gouvernement des États-Unis a accepté de financer le développement des backrooms. Il recentre rapidement la conversation sur le problème en question, l'apparition d'un employé d'Async inconnu dans la zone du threshold à l'intérieur des backrooms. Nous obtenons alors enfin l'identité de notre premier caméraman, Peter Tench. Après une nouvelle intervention d'Ivan, Clyde demande « Wait, hold on. This isn't him, is it? » Pendant que la conversation se poursuit, une coupure de journal apparaît lentement à l'écran. Au fur et à mesure qu'elle devient lisible, on peut distinguer le titre. Un violent accident près d'un vignoble fait un mort.
Cet article fait probablement référence à Peter. Hastings a manifestement dissimulé sa disparition en le déclarant mort, ce qui signifie qu'aux yeux du monde, Peter Tench est décédé. On peut imaginer à quel point ça pourrait être révoltant pour lui. Après avoir enfin trouvé un moyen de revenir chez lui, il s'attend probablement à retrouver sa famille et reprendre sa vie normale. Mais vu qu'Hastings a une petite tendance à vouloir garder beaucoup de choses secrètes, ça m'étonnerait qu'il le laisse partir. Found Footage 2 est daté du 19 août 1995. Il se déroule bien après les événements de Found Footage 1 et constitue, à l'heure actuelle, l'événement le plus récent de toute la chronologie des Backrooms. La vidéo débute avec la caméra tenue par la protagoniste. Elle filme un carré de ruban adhésif bleu au sol dans son garage tout en expliquant ce qu'elle est en train de faire. Elle installe sa caméra sur un trépied, s'assoit à côté du carré et prend une feuille contenant des copeaux de bois. Lorsqu'elle les verse sur la zone marquée, ceux-ci semblent traverser le sol et disparaître. Gone. They're gone. All right, I'm going to show it again, just because wood chips was a little bit of a weird example. But here's a baseball, all right, and just watch. Gone. Gone. It went into the floor. Sans le savoir, elle vient de trouver une zone nulle. Pour mesurer sa profondeur, elle y a introduit une règle. Mais cette action semble provoquer l'agrandissement de la zone. Après avoir récupéré sa caméra, paniquée et incapable de comprendre où elle a atterri, elle commence finalement à explorer les backrooms. Au cours de son exploration, elle découvre une pièce contenant des simples meubles de cuisine, des immenses chaises entourant une table à manger et une grande pièce contenant un canapé. Bonne question. À côté, elle trouve une autre pièce avec un trou dans un sol. Elle découvre également une porte verrouillée. En regardant par le trou de la serrure, on aperçoit une salle au mur blanc éclairée par des bandes LED. Cet environnement est différent de presque tout ce que nous avons vu jusqu'à présent dans la série. La protagoniste poursuit son chemin avec pour objectif de trouver une sortie, qu'elle imagine être un escalier ou un ascenseur, tout en se demandant et honnêtement, same. Après un long moment d'exploration à travers des lieux particulièrement inhabituels, la protagoniste découvre une pièce contenant une voiture encastrée dans un mur. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait de la voiture que nous avions vue tomber dans les backrooms dans la vidéo précédente, mais Kane lui-même a confirmé qu'il s'agissait d'un véhicule différent. Cependant, à côté de la voiture, on distingue une empreinte de main ensanglantée sur le mur, laissée par la personne qui la conduisait, ainsi qu'une traînée de sang se poursuivant dans la pièce suivante, qui ressemble vaguement à l'intérieur d'une maison. En suivant cette piste jusqu'à un couloir sombre, notre protagoniste remarque qu'elle va essayer d'aider la personne blessée. Elle s'y engage et active le mode vision nocturne de sa caméra. Au bout du couloir, elle découvre une pièce dont les murs sont recouverts d'une substance noire ressemblant à de la moisissure. Elle note que celles-ci paraissent végétales. Face à elle se trouve un tableau accroché au mur. Il s'agit de la couverture du magazine Woman's Home Companion de 1916 réalisé par George Brom. Oui, je ne sais pas non plus pourquoi c'est là. Mais avant que notre protagoniste puisse en apprendre davantage... Whoa, what the fuck? What? Elle court, encore et encore, jusqu'à ce que sa seule issue soit le trou dans le sol aperçu plus tôt. Elle saute dedans et se retrouve dans ce qui ressemble à une piscine publique. Avant même d'avoir le temps de comprendre où elle est, la créature saute à son tour et continue la poursuite. Finalement, il se retrouve à une impasse. Alors que la protagoniste supplie pour sa vie, la pièce commence à s'illuminer et d'étranges fissures vertes apparaissent sur les murs. La dernière image montre alors l'enregistrement diffusé sur un téléviseur, tandis que des carillons résonnent doucement dans la pièce. Nous ne savons ni où ni quand se trouve ce téléviseur. Il s'agit d'un téléviseur à tube cathodique, accompagné d'un lecteur VHS. Est-il dans le monde réel, ou sommes-nous encore dans les backrooms? Une chose est certaine, quelqu'un est en train de regarder cette cassette.
Ça signifie que soit notre protagoniste, soit la caméra, soit les deux ont réussi à sortir des backrooms. Mais il est probablement plus vraisemblable que seule la caméra en soit ressortie. Après tout, ça s'appelle found footage. L'élément le plus intriguant de cet épisode reste cependant cette lueur verte. Indique-t-elle une sortie ? Dans Pitfall, lorsque le chercheur a ouvert la porte, une forte lumière verte émanait également de la zone. Les deux phénomènes pourraient-ils être liés ? Pour l'instant, c'est impossible de l'affirmer. Une grande partie de la vidéo ne semble pas avoir beaucoup d'importance. Elle ressemble surtout à une vidéo familiale banale qu'on pourrait voir lors des débuts des années 2000. Cependant, certains détails ressortent. Le premier est un plan de coucher du soleil qui ressemble énormément à la lueur rouge visible dans la séquence superposée au threshold à la fin d'Autopsy Report. À 44 secondes, une image se superpose à une séquence réelle. Il s'agit d'un planisphère ptoléméen. Une carte ptoléméenne était une ancienne représentation du cosmos dans laquelle le soleil et les planètes tournent autour de la Terre. Je ne sais pas vraiment ce que ça viendrait foutre dans un montage vidéo familial. La fin de la vidéo montre ce qui semble être une famille passant un moment heureux autour d'un piano. Et est-ce que c'est moi ou j'ai un sentiment de déjà vu ? Cette pièce est la même que dans la vidéo précédente. Même le tableau est là. Beaucoup d'éléments présents dans cette vidéo restent difficiles à interpréter. La photographie superposée d'une femme, le grenier ou encore cette carte. La seule chose dont nous pouvons être relativement certains, c'est que les backrooms sont en train de reproduire cette maison. I Remember est une sorte de récapitulatif, je crois. Honnêtement, c'est tellement bien réalisé que je vais simplement laisser la vidéo parler d'elle-même. I had a home once, a manor overlooking the sea. Upon the world was a vestige, calling forward onto strangled ears. But when skies turned dark, the house was taken by the sea. A pillar truncated, cast down to the seabed with all the other forgotten things. But I remember. Fleeting shells sinking ever slowly, folding downwards into themselves, forever tearing along the seams of the sky, until nothing remains except the eternal ghost. And you ask yourself, could there ever be anything greater than this? You have always been here. Mis à part les images miroitées qui se replient sur elles-mêmes et la lueur verte recouvrant le chercheur Desync, nous ne savons pas grand-chose. Nous ignorons l'identité du narrateur, nous ignorons où cette vidéo se situe dans la chronologie, nous ignorons également ce que représente la dernière image et la phrase finale. Cependant, la façon dont la vidéo commence est importante. Des carillons. C'est un détail sur lequel je reviendrai plus tard en parlant d'Overflow. Pour l'instant, retenez simplement que c'est très probablement lié à Ivan Beck. Réunion débute avec un homme en blouse en train d'écrire sur un clipboard. Cet homme est probablement Clyde. Nous l'avons déjà aperçu dans Report où il examinait les images de la créature. Il s'agit désormais de sa troisième apparition dans la série, et étant donné qu'il est autorisé à appeler directement Ivan Beck, son supérieur, même pendant les vacances de ce dernier, il s'agit probablement d'un personnage important. Nous voyons ensuite les fenêtres du poste de recherche Desync dans les backrooms s'ouvrir. La lumière jaune révèle une tasse de café portant des coordonnées ainsi qu'un logo marqué MLML pour Moss Landing Marine Laboratories, l'endroit vers lequel ces coordonnées pointent. Peut-être que Clyde y a travaillé à une époque. 25 mai 1990. La vidéo montre ensuite quelqu'un conduisant un petit véhicule chargé de matériel.
Après un court trajet, le véhicule s'arrête devant la porte barricadée aperçue dans Pitfall. L'équipe a également amené un rover, probablement parce qu'aucun chercheur n'a particulièrement envie de retourner là-dessous. Ils se mettent alors à enlever la porte barricadée, et on peut aussi remarquer que les rechercheurs ne portent pas de combinaison hazmat. Le rover est envoyé en éclaireur jusqu'à la salle de Pitfall, que l'un des chercheurs désigne sous le nom de salle 14D. Stop. Standard, this is Clyde. We've reached room 14D. We're now just about to initiate the equilibrium stimulus test. Après reconnaissance, il conclut qu'aucune menace n'est présente dans la zone. Peu après, une équipe est envoyée sur place. Une fois arrivé au niveau du rover, l'équipe examine la zone, mesure les ouvertures du sol et discute de la construction éventuelle d'un pont. Certains évoquent également l'idée de renvoyer une équipe dans le trou où Marvin était tombé. Une série d'images montre alors la construction d'une passerelle au-dessus des pièges, et on remarque que le trou dans lequel Marvin est tombé reste volontairement ouvert. Un texte à l'écran précise que l'équipe A est chargée des travaux dans la salle 14D, tandis qu'une autre équipe composée de Mark Bloom, Randa Itachi et Marvin Lake explore une zone baptisée salle 14C. Nous découvrons alors cette nouvelle zone. Pour plus de sécurité, l'un des membres de l'équipe porte même un fusil à pompe. Ça nous rappelle un peu qu'on est en Amérique. You wouldn't want to be on the other end of any gun, Marvin. Yeah, that's probably true. Comme vous pouvez le remarquer, la nouvelle zone n'a pas d'éclairage. Après avoir allumé leur lampe, ils commencent l'exploration. Okay, yeah, there's different. Looks like concrete. What's it called? This stuff they layer over concrete to make it shiny. Epoxy? Yeah, epoxy. Au bout d'un moment, ils atteignent un secteur au mur blanc. Ils y trouvent plusieurs panneaux de plafond tombés au sol, et Marvin remarque que quelque chose semble les avoir déplacés ou arrachés. Puis il découvre une carte dessinée directement sur un mur. Marvin note que les salles 14C et 14D y figurent. La personne qui a dessiné cette carte connaît donc parfaitement la zone qu'il explore actuellement. La chose ou personne qui a dessiné cette carte connaît donc parfaitement la zone qu'ils explorent actuellement. Mark tente alors de contacter une autre équipe, mais la distance est beaucoup trop grande pour établir une communication. Le groupe décide donc de faire demi-tour, mais sur le chemin du retour. If we do get back and they say it's just a non-issue, you just come back around, you know, and see what Oh my god! Okay. L'homme portant le fusil est soudainement plaqué au sol par une personne entièrement vêtue de noir. Cette dernière parvient à s'emparer de l'arme, et au lieu de simplement les éliminer, elle supplie. I don't want to hurt any of you. But I will. If I have to, so please, just answer my questions and I'll be gone. Après avoir demandé combien ils sont, Marvin parvient à reconnaître sa voix. Peter? Oh shit. Marvin? Yes, it's me. Is it really you? Yeah, it's me. How? It's been months. We thought you... I know. That's what they did. They took my life from me, Marv. Everyone thinks I'm fucking dead. Il semble donc qu'après l'appel téléphonique de Recording 014, Hastings ait effectivement réussi à retrouver Peter. Et par retrouver, j'entends surtout empêcher quiconque d'apprendre son retour. Peter explique que sa femme et ses enfants le croient mort. Marvin confirme alors qu'un enterrement a effectivement eu lieu, et Mark, le chercheur armé, tente de contacter Hastings pour demander du renfort. Peter lui ordonne d'arrêter, Mark refuse, et Peter lui tire dessus. Marvin laisse tomber la caméra. Quelques instants plus tard, il a récupéré la pointe vers le corps de Mark afin de vérifier s'il est encore en vie, et Peter a disparu. Enfin, cette intrigue qui planait depuis si longtemps rejoint le récit principal. Damage Control se déroule immédiatement après les événements de Réunion.
Peter, le chercheur disparu, toujours armé du fusil à pompe de Mark, se précipite jusqu'au poste d'observation et menace tout le personnel présent. Profitant de la panique, il traverse le threshold et s'enfuit à travers les installations d'Async à la recherche d'une sortie. Une chasse à l'homme est alors lancée. Async veut probablement éviter à tout prix que le gouvernement ou le grand public découvre ce qu'ils font. Malgré leur effort, ils ne parviennent pas à arrêter Peter qui réussit à atteindre un ascenseur. La partie suivante de la vidéo prend la forme d'une présentation donnée par un chercheur dont le nom n'est jamais révélé. Il explique qu'Async n'a pas été totalement honnête au sujet des événements et que ce qui s'est produit n'aurait jamais dû arriver. Pour résumer son explication, le 1er mars 1990, une équipe de 4 chercheurs, Marvin E. Lace, Peter Tench, George Levy et Ronald McCarthy, a été envoyée dans le complexe afin de l'étudier. Il s'agit des événements de Informational Video. Le chercheur raconte alors cette vidéo du point de vue d'Async, Peter disparaît sans laisser de traces, malgré plusieurs jours de recherche, personne ne parvient à le retrouver. Et que du coup, comme nous l'avions vu dans Recording 014, ils ont dû faire passer sa mort comme un accident de voiture près d'un vignoble. Le 8 mai, après la présentation, un homme portant une combinaison hazmat apparaît au niveau du threshold déclenchant une alerte de mouvement. Async l'identifie comme étant Peter Tench, il est placé dans une salle sécurisée afin de comprendre ce qui lui est arrivé, et comme il possède toujours la caméra de Informational Video, Async visionne son enregistrement. Les images montrent le moment où Peter est attiré dans l'autre couloir avant d'être projeté 2 mois dans le futur, jusqu'au 8 mai. Elles montrent également son retour jusqu'au threshold, mais puisque Peter est officiellement déclaré mort, Async décide de le garder dans ses installations pendant qu'elle cherche un moyen de le réintégrer dans la société. Selon la présentation, Peter aurait d'abord coopéré, puis son état mental se serait progressivement dégradé. Il aurait commencé à présenter des symptômes proches de la schizophrénie, persuadé que les installations d'Async et son personnel n'étaient qu'une illusion créée par le complexe pour lui faire du mal. Toujours selon cette version officielle, cette paranoïa l'aurait finalement poussé à retourner de force dans les backrooms par le threshold, le jour même où il devait être réintégré à la société. Sauf que, cette version ne correspond pas vraiment à ce que nous avons vu dans Réunion. Oui, Peter est manifestement paniqué et profondément perturbé, mais à aucun moment il ne semble accepter qu'Async ait simulé sa mort. Ça mène directement aux événements de Réunion, où Peter tire sur Mark, le laissant dans un état critique avant de s'enfuir vers le threshold pour rejoindre la surface. On nous explique qu'un chercheur aurait apparemment réussi à désarmer Peter, des caméras l'auraient ensuite vu courir vers une colline où il serait tombé, aurait heurté un gros rocher et serait mort sur le coup. La présentation se conclut en demandant à tous les chercheurs de consacrer la suite de leurs travaux à Peter. The tragedy of the entire situation undoubtedly remains, but Dr. Tench, regardless of how troubled he was in his final days, was a brilliant man who gave his all to this project. He would certainly not want us hindering it in his name. What we're doing here is so much bigger than any one person. It is the work of a unified effort, and we need to ensure that is never lost sight of, that we hold on to the pre-established notion that Peter is and has been deceased. That is done, and there is nothing more to be extracted. Mais juste avant la fin, l'image se déforme. Plusieurs plans apparaissent très brièvement, les 2 derniers montrent un homme courant vers une ville. Il s'agit très probablement de Peter. La vidéo se termine ensuite sur un gros plan d'un téléphone qui sonne. Et ce téléphone est exactement le même que celui entendu dans Autopsy Report. Ça signifie que cette scène se déroule au même moment et dans la même pièce que celle où se trouvait le téléviseur diffusant Found Footage 2. En tendant l'oreille, on peut même entendre la télévision dans l'autre pièce. Pour moi, une chose paraît évidente. Peter a été tué. Tout porte à croire qu'Async falsifie une partie de l'histoire. L'entreprise parle d'un trouble psychiatrique qu'il n'avait probablement jamais développé. La réalité est sans doute bien plus simple. Async n'avait probablement jamais l'intention de laisser Peter rentrer chez lui. Il représentait un risque beaucoup trop important. Si le gouvernement découvrait qu'un homme officiellement déclaré mort était réapparu après avoir passé 2 mois dans les backrooms, le projet serait probablement immédiatement fermé.
ou entièrement placées sous contrôle gouvernemental. J'aimerais également souligner quelques détails. Tout au long de la présentation, on nous montre des images venant appuyer chacune des affirmations d'Async. Mais lorsqu'on nous dit que Peter est tombé sur un rocher et qu'il en est mort, aucune image ne nous est montrée. Vers la fin de la vidéo, on aperçoit également une image fixe du threshold qui se fond progressivement dans un coucher de soleil, exactement comme à la fin d'Autopsy Report, puis une seringue posée sur un comptoir, ce qui renforce ma théorie selon laquelle Async a retrouvé Peter et l'a peut-être exécuté par injection. Après ça, plusieurs images défilent extrêmement rapidement. Un homme debout devant une immense lueur verte, très similaire à celle aperçue dans Found Footage 2, un dessin représentant plusieurs personnes en costume manifestement inquiètes, un bureau encombré, qui pourrait appartenir à Clyde ou à Ivanbeck, qui sont les seules personnes que nous avons vues jusqu'à présent, une image fixe d'une personne en train de marcher, puis cette même personne, cette fois entièrement entourée d'une étrange lumière violette. Overflow est une vidéo étrange. Il n'y a aucune date indiquée dans la description, et tout comme I Remember, cette vidéo est filmée d'une manière très différente du reste de la série. I've said that our negotiations in this area with the Soviets are just beginning. Commerce Secretary Peterson returned yesterday from 2 weeks, mostly in Moscow, but also in Warsaw, during which time very considerable progress was made. We're narrowing our differences, which have kept us from settling our Lend-Lease debt for 25 years. And the good faith which the Soviets would demonstrate by settling the debt would set the stage for a presidential order permitting Exim Bank credits for sales to the Soviets. And it would also open the way for a presidential request of the Congress that would act the United States. Maintenant, laissez-moi vous expliquer un peu plus. Dès le début de la vidéo, on entend des carillons. Nous découvrons le bureau d'une personne et écoutons un reportage radio datant des années 1970, qui parle du renforcement de la coopération et du rapprochement entre les États-Unis et l'Union soviétique. Cependant, au bout d'un moment, le signal semble se brouiller. Quelque chose semble déchirer les fabriques de la réalité. En juger par la grosse couleur jaune, on peut supposer que c'est les backrooms, même si on ne voit jamais clairement ce dont il s'agit. Une alarme se met alors à retentir avec un appareil qui nous indique que c'est un overload, et alors que la pièce est envahie par une intense lueur verte, la caméra zoome sur des documents signés par Ivanbeck en 1972, soit 10 ans avant la construction du prototype du threshold. Overflow se termine sur un ciel dont les nuages commencent à se déformer et à se refléter les uns dans les autres, à l'opposé du début de la vidéo où le ciel était parfaitement normal. Cet effet de miroir rappelle énormément celui de I Remember. Comme je l'ai dit au début, aucune date n'est donnée dans la description. Cependant, grâce aux documents signés, on peut raisonnablement supposer que ces événements se sont déroulés au cours du mois d'août 1972. Et justement, il s'est produit quelque chose d'important en août 1972, les tempêtes solaires. Au cas où vous ne connaîtrez pas le phénomène, une tempête solaire est une gigantesque éruption de la surface du Soleil qui projette une immense quantité d'énergie, de lumière et de particules dans l'espace. Lorsque ces particules atteignent la Terre, elles peuvent perturber fortement notre champ magnétique et provoquer des pannes radio, des coupures de courant ou encore des dysfonctionnements technologiques. En prenant en compte ce contexte, les documents signés et aussi le wiki, parce que je suis pas un scientifique, on peut formuler une hypothèse assez crédible. Ivan menait probablement des recherches liées à l'électromagnétisme. Au cours de cette expérience, une importante tempête solaire serait survenue, surchargeant le dispositif expérimental. Cette surcharge aurait provoqué une anomalie électromagnétique, représentée par cette lueur verte, ainsi qu'une importante distorsion de l'espace. Il pourrait bien s'agir de la toute première manifestation d'une zone nulle. Quant à cette immense lueur verte, elle ressemble de plus en plus à une véritable déchirure de la réalité.
À ce stade, je suis de plus en plus sûr que toute la série des Backrooms repose sur un paradoxe de prédestination. Un paradoxe de prédestination est une boucle temporelle dans laquelle un événement finit par provoquer sa propre origine, créant ainsi un cycle qui se répète indéfiniment. Le passé et le futur deviennent alors indissociables, et cette période de l'histoire est condamnée à se dérouler exactement de la même façon à chaque fois. Cette mystérieuse lueur verte apparaît à Ivanbeck 10 ans avant la création du prototype du Threshold. Il est donc très probable que ce soit précisément cette expérience qui le pousse à fonder Async et à consacrer sa vie à retrouver cet endroit où il a aperçu cette étrange lumière. En d'autres termes, la création d'Async pourrait être la conséquence directe d'un événement qu'Async provoquera elle-même des années plus tard. Daté du 14 novembre 1989, soit un mois après First Contact, Lightning and Tide Survey est une entrée assez spéciale. Les chercheurs pénètrent dans le complexe afin d'en examiner les caractéristiques pour la première fois. En retirant plusieurs dalles du plafond pour observer ce qui se trouve au-dessus, ils découvrent rien du tout. Tout ressemble à un bâtiment parfaitement ordinaire. Les lumières sont reliées à une structure située au-dessus d'eux, donnant l'impression qu'il existe un autre étage au-dessus du plafond. On distingue même une ventilation semblable à celle qu'on retrouve dans les systèmes de climatisation. La vidéo enchaîne ensuite sur une présentation des éclairages par Dr Julia Messner. Sa carte d'identification porte le logo du DOE, le département d'énergie. Cela signifie non seulement qu'elle travaille probablement pour ce département, mais surtout que le département de l'énergie collaborait déjà avec Async bien avant sa présentation officielle de 1990. Concernant ces observations, le ballast, c'est-à-dire le composant alimentant les luminaires, possède une étiquette indiquant une fabrication en 1975. Le troffer, autrement dit l'armature métallique du luminaire, date quant à lui de 1973 et provient de Reading. Ces installations, qui proviennent d'il y a 15 ans, fonctionnent encore. Ce n'est pas une durée de vie normale. L'autre élément vraiment important de ce rapport est que ces luminaires ne semblent reliés à aucune source d'alimentation. Leur câble paraît produire ou capter l'électricité de manière totalement autonome. À la fin de la vidéo, un diaporama présente de nombreuses photographies, et puis on nous montre un autre luminaire. Son numéro de série est clairement visible, et il correspond parfaitement à celui du luminaire précédemment analysé. Ce qui laisse penser que la plupart, voire tous les luminaires de la première zone sont en réalité des imitations les unes des autres. Dans la playlist, l'épisode suivant aurait normalement dû être Found Footage 3. Mais je vais me permettre de changer un peu l'ordre pour que cette vidéo soit plus fluide. Static Dead End est datée du 29 mai 1990. La vidéo s'ouvre sur une conversation entre George et Marvin qui parle très probablement de la mort de Peter. Marvin est profondément écœuré par ce qui s'est passé et annonce son intention de quitter Async. George, cependant, parvient à le convaincre de rester. Visuellement, la première partie de cette première séquence ne semble pas particulièrement importante. En revanche, un détail mérite que je le souligne. Marvin ne semble pas tenir Async pour responsable de la mort de Peter. Au contraire, la majeure partie de sa colère et de ses soupçons sont dirigés vers le département de l'énergie. Ce qui semble indiquer que le département de l'énergie est bien plus indiqué qu'on ne pouvait le penser au début. La vidéo enchaîne ensuite avec des images de la salle 14D. Les fosses ont presque toutes été recouvertes et Async semble avoir installé un ascenseur afin de pouvoir descendre et inspecter le quartier découvert par Marvin. Cette fois-ci, notre caméraman est George. Kim fait également son retour, ce qui signifie qu'aucun des deux n'ont quitté Async. Nous découvrons enfin la pièce située de l'autre côté de la salle 14D. À première vue, elle paraît normale, pourtant George remarque que certains papiers peints sont anormalement étirés, tandis qu'une autre section un peu plus loin possède un plafond beaucoup plus grand. En repensant à la mystérieuse lueur verte aperçue dans Pitfall, juste avant que Marvin ne pénètre dans la nouvelle zone, ça semble indiquer que cette lumière correspond au moment où les Backrooms sont en train de créer ou de recréer une nouvelle pièce. Ce qui expliquerait pourquoi le papier peint paraît déformé et pourquoi cette zone semble inachevée. Marvin aurait tout simplement interrompu ce processus dans Pitfall. Plus tard, dans le couloir, l'équipe découvre une pièce sans issue. À l'intérieur se trouvent plusieurs meubles et un ballon de football fusionné avec le sol. Par terre, on retrouve plusieurs trous qui sont à peu près semblables à celles de la salle dans Pitfall. Au sommet d'une petite bosse repose une simple chaise de jardin. Contrairement au reste du mobilier, et n'est pas fusionné avec le décor. Et c'est là que s'achève Static Dead End. Found Footage 3 s'ouvre sur le vlog d'un homme nommé Ravi. Aucune date n'est indiquée dans la description, mais dès les premières secondes, on entend l'Oklahoma City Bombing est un événement réel survenu le 19 avril 1995.
Comme il s'agit d'une émission diffusée en direct, on peut supposer que Found Footage 3 se déroule aux alentours d'avril 1995, soit quelques mois avant les événements de Found Footage 2. De retour avec notre caméraman, Ravi semble être quelqu'un de tout à fait normal. C'est simplement un homme qui aime filmer les petits moments de son quotidien. À un moment, on le voit parler de certaines choses qu'il a accidentellement enregistrées au travail. Il raconte notamment avoir filmé un dirigeant plaisantant sur le fait de rendre des enfants malades. Il s'agit une fois de plus d'une référence à un événement réel impliquant la société Monsanto, mais je ne vais pas m'y attarder car je ne pense pas que ce soit particulièrement important pour l'histoire. Pendant qu'il parle, la vidéo est accélérée jusqu'à devenir totalement incompréhensible. On distingue malgré tout Ravi rentrer chez lui et s'installer pour travailler avant que l'écran ne coupe au noir. On l'entend ensuite passer un appel téléphonique, et au cours de cette conversation, on peut clairement entendre un bruit provenant de l'étage inférieur. Visiblement inquiet, Ravi demande alors à son interlocuteur On n'entend jamais la réponse, mais on peut assumer qu'elle était négative, donc il décide d'aller vérifier par lui-même. En arrivant sur place, il découvre une grande baie vitrée, brisée. Mais la manière dont le verre est cassé donne plutôt l'impression que quelqu'un est sorti de l'appartement en traversant la vitre, et non qu'il y est rentré. Évidemment, l'explication la plus raisonnable reste de penser qu'un intrus s'est introduit chez lui, et donc Ravi descend dans le sous-sol, persuadé que le cambrioleur est passé par là. Une fois en bas, il entend d'étranges bruits qui le conduisent jusqu'à une immense mur cassée. Ravi entre dans cette pièce pour aller voir ce qui s'y trouve, et le sol commence alors à trembler. Les lumières se mettent à clignoter, et finalement, il tombe dans les backrooms. Il se retrouve dans une pièce qui ressemble à un bureau à peu près normal. En regardant derrière lui, on découvre que Ravi est tombé à travers l'un des tiroirs. Il essaie d'y remonter, mais l'extrémité du passage est complètement fermée. Il commence alors son exploration. Très vite, Ravi traverse une succession de pièces qui n'ont absolument aucun sens. Par exemple, une porte donne directement sur un mur de briques, lui-même bloqué par une table. Franchement, j'aimerais avoir la même dans mon bureau. La seule sortie de cette zone de bureau est un minuscule passage où il doit ramper. Celui-ci débouche dans une pièce contenant un micro-ondes, un canapé et une table avec une autre ouverture qui mène à une salle où se trouve une horloge et une table à manger. En franchissant encore un autre passage, Ravi arrive dans une grande pièce au haut plafond, où un simple cercle de chaises d'école est disposé sous un faux puits de lumière. C'est la première fois que l'on voit les backrooms reproduire un environnement avec un tel niveau de réalisme. Il finit par trouver un passage dissimulé derrière une étagère, qui le conduit dans une pièce contenant l'un de ses vieux jouets pour enfants. Je le précise parce que la caméra insiste dessus d'une manière assez inquiétante, donc au cas où ça pourrait avoir son importance. Après avoir traversé plusieurs autres pièces, Ravi tombe sur une salle remplie d'assortiments complètement aléatoires de meubles. Il la surnomme un magasin de meubles. Comme dans le film The Backroom. Clin d'œil, clin d'œil. Pourquoi j'ai écrit ça dans le script ? La sortie de ce magasin débouche finalement sur une pièce où une porte est entièrement bloquée par une pile de ces mêmes chaises d'école. Plus tard, Ravi découvre une pièce où des livres sont éparpillés au sol, disposés presque en cercle autour de quelques morceaux de ruban adhésif. Il aperçoit également quelque chose dans un coin de la pièce qui semble le terrifier. Un bruit soudain interrompt immédiatement la scène. Ravi, comme n'importe quel être humain, se barre immédiatement de là. I'm trying to leave. I don't want any trouble. Mais il devient de plus en plus évident que ce qui le suit n'est pas humain. Hey! Alors qu'il tente de fuir, Ravi traverse un pont, et à travers son immense fenêtre, on aperçoit une gigantesque ville. C'est de loin la plus vaste structure que nous avons vue les backrooms reproduire jusqu'à présent. Ça soulève une question,
Jusqu'où le complexe a-t-il continué de se développer depuis la dernière fois que nous l'avons vu dans les found footage. Juste après, Ravi arrive devant une aire de jeu. Enfin, plutôt la version des backrooms d'une aire de jeu. Lorsqu'il allume les lumières de cette pièce, la même mélodie que dans la salle précédente se met à jouer. Le son attire immédiatement l'attention de la chose qui le poursuit. Ravi éteint aussitôt les lumières et tente de se déplacer discrètement. Puis la créature fait quelque chose de très surprenant. Elle rallume elle-même les lumières. En ajoutant ça au fait qu'elle avait toqué à la porte un peu plus tôt, ça devient de plus en plus évident que cette créature possède une intelligence bien supérieure à celle des bactéries monstrueuses rencontrées auparavant. Elle semble même adopter un comportement presque humain. En continuant sa fuite, Ravi traverse une zone ressemblant quasiment à un immeuble. Il grimpe à une échelle placée de façon presque trop pratique, où il aperçoit une statue tournée dans l'autre sens. Après quelques recherches, cette statue semble représenter Guanyin, la déesse chinoise de la miséricorde. En revanche, je n'ai absolument aucune idée de ce qu'elle fait ici. Plus tard, Ravi entre dans une pièce remplie de haut-parleurs diffusant une nouvelle mélodie. Je ne l'ai pas encore mentionné, mais toutes les musiques que nous entendons proviennent directement des backrooms. Elles ne sont pas ajoutées au montage, elles semblent réellement sortir de haut-parleurs présents dans le complexe. Mais dans ce cas, quelle est leur source? Est-ce que les backrooms produisent elles-mêmes ces musiques? Et surtout, pourquoi? Ravi poursuit son exploration et découvre une affiche entièrement rédigée en chinois. Je vais aller droit au but, vous avez probablement déjà vu la vidéo de Feld Up. Cette affiche date de 2022. Or, Ravi est en 1995. Les backrooms semblent donc capables soit de créer, soit de récupérer des objets provenant de 27 ans dans le futur. Exactement comme avec la mystérieuse publicité espagnole de l'épisode des Simpsons qui provenait elle aussi d'une époque future. Ravi continue d'avancer et découvre une pièce contenant une radio, plusieurs instruments de musique, ainsi que de nombreuses images représentant un soleil souriant. Ce symbole revient constamment dans cette salle. Il est difficile de savoir précisément ce que représente ce soleil souriant, en revanche son apparence rappelle fortement les anciennes représentations du soleil sur la carte héliocentrique, ce qui pourrait peut-être avoir un lien avec le globe aperçu dans la vidéo familiale, mais pour l'instant, personne ne sait réellement ce que représente ce mystérieux soleil. Ravi utilise la grosse radio pour tenter de communiquer avec quelqu'un. Pendant qu'il essaie d'émettre un signal, la transmission radio se brouille et une lueur verte apparaît au sommet de l'appareil. Peut-être que le signal est en train d'être envoyé à l'extérieur des backrooms. Sa tentative est interrompue lorsqu'il entend ce qui ressemble à des voix humaines. Il part immédiatement chercher la source et découvre, au milieu du couloir, une batterie. Petit détail au passage, Ravi possédait lui aussi une batterie dans son appartement. Ça pourrait avoir son importance. Après avoir continué, il retrouve finalement l'origine des voix. Elles semblent provenir de l'aire de jeu. Ravi suppose qu'il s'agit de la créature qu'il avait chassée un peu plus tôt, mais pour nous, les voix ressemblent beaucoup plus aux rechercheurs d'Async. Il préfère ne pas s'avancer davantage pour vérifier leur origine, et à la place retourne vers la salle des haut-parleurs. Mais Kane a donné un nom officiel à cette créature, Still Life. Une nature morte, Still Life en anglais, est une œuvre qui cherche à reproduire fidèlement l'essence d'un sujet immobile. En observant attentivement cette créature, on comprend pourquoi elle porte ce nom. Elle tente clairement de reproduire la vie humaine. Elle porte des vêtements, elle a des pieds, des mains, et même si on peut pas voir son visage, un des artistes aidant Kane a révélé une illustration qu'il a fait pour le personnage. On dirait une sorte d'amalgation de visage qui a été recréée, vue d'une perspective un peu trop déformée. Préférant ne pas rester au même endroit, Ravi poursuit son exploration. Il découvre une pièce contenant un panneau stop, ainsi qu'un portrait de Mao Zedong, un dirigeant communiste chinois. Les backrooms seraient-elles communistes? On va laisser cette très mauvaise blague derrière nous, et Ravi continue son exploration et traverse une succession de salles toujours plus étranges et que je serais bien incapable d'expliquer. Il finit par revenir devant l'immense ville rouge, et après avoir franchi un nouveau pont surplombant cette cité, il retrouve finalement la zone des backrooms d'origine.
et tombe sur ça. Après cette étrange rencontre, Ravi arrive devant une maison. Elle ressemble beaucoup à celle aperçue dans Pitfall, mais celle-ci est complètement isolée du quartier résidentiel. En s'approchant de la porte d'entrée, il remarque une autre statue. Honnêtement, elle ressemble un peu trop à un humain, à mon goût. Ravi ne s'y attarde cependant pas. Il s'avance jusqu'au paillasson, qui est inversé comme dans un miroir, et en entrant dans la maison, tout paraît étonnamment normal. Le seul détail vraiment étrange est une botte fusionnée avec le sol. À part ça, tout semble parfaitement ordinaire. Ravi entend clairement quelqu'un parler à l'extérieur. Il se dirige vers la porte et l'ouvre, mais découvre un mur de briques. Pourtant, il continue d'entendre cette personne. De l'autre côté, quelqu'un regarde la télévision. On entend une publicité. Encore une fois, vous avez probablement déjà vu la vidéo de Fade Up. Cette publicité a été diffusée entre 2007 et 2009. Autrement dit, la personne située de l'autre côté du mur se trouve environ 10 ans dans le futur. Cet homme ne peut pas voir Ravi. En revanche, Ravi l'entend. Hello? Et l'homme entend Ravi. Someone out there? I'm sorry. I don't know where I am. I need help. You're on private property. You need to leave. I'm trying, okay? Ravi est littéralement en train de communiquer avec quelqu'un situé à l'extérieur des backrooms. En y repensant, ce n'est pas la première fois qu'un phénomène de ce genre se produit. Dans Informational Video, Peter entendait déjà des voix provenant de derrière un mur. Hey guys, do you hear this? Ça signifie que cet homme se trouve probablement à proximité d'une zone nulle. Et lorsque Ravi décrit la maison dans laquelle il se trouve, l'homme la reconnaît immédiatement comme étant sa propre maison. Autrement dit, la maison où se trouve Ravi est une reproduction presque parfaite de celle de cet homme dans le monde réel. Cette scène confirme enfin ce que nous soupçonnons depuis le début. Les backrooms recréent des lieux réels. L'homme fait tout son possible pour aider Ravi. Convaincu que Ravi est littéralement coincé dans les murs de sa maison, il tente de les démolir pour le faire sortir. Mais en jugé par les bruits qu'on entend. What the fuck? What? Oh my god. Oh my god. What the fuck? Il a fini par accidentellement tomber dans les backrooms, à son tour. Ravi semble complètement s'effondrer. Il pose sa caméra sur le canapé. Puis après un long moment de silence, n'ayant plus aucun espoir de s'en sortir, il nous adresse quelques derniers mots tandis que la batterie de sa caméra commence à rendre l'âme. La pièce est complètement baignée d'une lumière rouge. L'image se déforme de plus en plus. La mélodie qu'il entendait plus tôt dans l'air de jeu résonne à nouveau, mais elle se déforme lentement. Puis juste avant la fin, une dernière chose nous est montrée. Found Footage 3 est un épisode où il se passe énormément de choses. Beaucoup de ces éléments semblent indiquer que les backrooms arrivent de mieux en mieux à recréer notre monde. En parallèle, le temps lui-même paraît devenir de plus en plus instable à mesure que les backrooms continuent d'exister. Mais au final, Found Footage 3 nous laisse avec encore plus de questions que de réponses. Qu'est-ce qu'un still life exactement ? Y en a-t-il qu'un seul ou en existe-t-il plusieurs ? Que représente ce mystérieux tableau du soleil ? Pourquoi un portrait de Mao Zedong se trouve-t-il dans les backrooms ? Je pourrais continuer comme ça encore longtemps, les questions ne manquent pas, mais au bout du compte, la réalité est toute simple. À l'heure actuelle, nous n'avons tout simplement pas les réponses. Ou peut-être que si. Au cas où vous n'auriez pas vu le film, faisons un résumé rapide de l'intrigue. Le film s'ouvre sur une cassette d'Async datée du 19 juin 1990. On y suit un personnage nommé Naren Warren qui explore les backrooms. Il a été séparé du reste de son équipe de chercheurs d'Async et quelque chose le poursuit. Il finit par trouver du matériel radio dans ce qui ressemble à un petit camp et tente de contacter Async pour demander de l'aide, mais sans succès. La créature qui le poursuit finit par le rattraper et tue Naren. Cette séquence se termine sur les chercheurs d'Async en train de visionner l'enregistrement. Nous faisons ensuite enfin la connaissance des deux personnages principaux du film. D'abord Clark, un architecte raté qui tient désormais un magasin de meubles et qui a une femme divorcée, puis Mary, sa thérapeute qui porte elle-même les séquelles d'une enfance difficile. Sa mère, souffrant visiblement de symptômes proches de la schizophrénie, avait fini par l'enfermer chez elle avant d'être internée dans un hôpital psychiatrique. Clark traverse une période très compliquée. Depuis son divorce, il est profondément dépressif et son magasin peine à fonctionner. Il décide alors de consulter Mary qui lui propose un exercice de thérapie assez inhabituel.
Elle joue le rôle de son ex-femme afin de lui permettre d'exprimer ce qu'il ressent. Au cours de ce jeu de rôle assez étrange, Clark finit par perdre complètement son sang-froid et explose de colère contre sa fausse femme. C'est d'ailleurs dans cette scène que l'on entend « I am a fucking architect !» On retrouve ensuite Clark en train de tourner une publicité pour son magasin. Il y incarne un pirate qui sert de mascotte. Mais à la fin du tournage, il casse accidentellement une chaise, tombe au sol et son assistante, Kat et son petit ami Robbie, éclatent de rire en se moquant gentiment de lui. Cette scène est facile à oublier, mais elle deviendra importante plus tard. On apprend ensuite que Clark a des factures d'électricité étrangement hautes. Quand un technicien vient voir, il se rend compte qu'il y a des boutons sur son compteur qui sont liés à rien. Un soir, alors qu'il descend au sous-sol pour aller réarmer le disjoncteur, Clark remarque une étrange fissure dans le mur de la partie inférieure de son magasin. Il s'agit en réalité d'une zone nulle. Naturellement, Clark est à la fois intrigué et complètement perplexe. Il décide donc d'aller explorer un peu les alentours et, au cours de ses recherches, découvre le sac ayant appartenu à Naren, ainsi qu'une silhouette en carton représentant un homme préhistorique et un lecteur de cassette qui diffuse un message de bienvenue de la NASA. Le message de bienvenue de la NASA est une cassette répétant le mot bonjour dans toutes les langues. Ce qui s'agit probablement d'une tentative de contact d'Async avec ce qui se trouve à l'intérieur. Clark est alors poursuivi jusqu'à l'entrée par une créature que l'on ne voit jamais, et heureusement pour lui, il parvient à regagner le monde réel. À partir de ce moment-là, il devient complètement obsédé par les backrooms. Il est convaincu d'avoir découvert un immense complexe souterrain secret, et non une étrange dimension parallèle. Chaque nuit, il y retourne pour en cartographier une plus grande partie. Mais cette obsession le frustre, car Marie refuse de croire qu'il a réellement découvert un endroit pareil. Clark décide alors de recruter Kat et Robbie afin de filmer une vidéo à l'intérieur des backrooms pour prouver qu'il dit la vérité. Mais comme on pouvait s'y attendre, tout tourne très mal. Robbie est tué par une créature hors de l'écran, tandis que Kat et Clark sont séparés. À partir de ce moment-là, c'est Clark qui tient la caméra et nous avons droit à une nouvelle séquence de found footage très fidèle à la web-série. Au cours de sa fuite, il croise plusieurs still life qui se lancent à sa poursuite. Finalement, il se retrouve bloqué dans une impasse dans ce qui ressemble à une salle de piscine. Il entend la voix de Kat de l'autre côté du mur, mais il est incapable de la voir. Alors qu'ils essaient de comprendre comment se rejoindre, quelque chose apparaît derrière Clark et ramasse la caméra. Quelques temps plus tard, peut-être quelques jours, peut-être même plusieurs semaines, Marie est réveillée par un appel de Clark. Il lui annonce qu'il ne reviendra pas. Inquiète qu'il ait pu se faire du mal, Marie se rend dans son magasin pour vérifier qu'il va bien. C'est là qu'elle découvre, à son tour, l'entrée des backrooms. Elle comprend rapidement qu'il est possible de traverser le mur et commence à explorer les lieux. Au bout d'un moment, elle tombe sur une fresque peinte directement sur un mur. On y reconnaît l'architecture des backrooms, un homme en combinaison hazmat, ainsi qu'une silhouette habillée en pirate qui ressemble énormément à la mascotte du magasin de Clark. Clark apparaît alors, assomme Marie et l'amène dans une maison située au cœur des backrooms où il l'attache sur une chaise. Plusieurs autres still lifes se trouvent également dans la maison. Un grand homme barbu, un homme plus petit en fauteuil roulant et une femme rousse. C'est à ce moment-là que Clark donne l'explication la plus claire que nous ayons eue jusqu'ici sur les still lives. Quelque part dans le monde réel, chacune de ces créatures possède un véritable équivalent humain. Mais ici, dans les backrooms, leurs visages sont déformés, leurs vêtements sont faux, quelque chose cloche toujours. C'est un peu comme si vous décriviez un chien à quelqu'un qui n'en a jamais vu, puis que vous lui demandiez de le dessiner. Lorsque Clark révèle la tête décapitée de Kat, il exige que Marie poursuive leur séance de thérapie en rejoignant leur ancien jeu de rôle, arrachant les cheveux de la femme rousse et les plaçant sur la tête de Marie. On peut comprendre que le still life de la femme rousse est en fait son ex-femme. Mais cette fois, Marie refuse de rentrer dans son jeu. Elle lui dit clairement qu'il utilise sans cesse des excuses pour justifier tous ses échecs, et que c'est précisément cette attitude qui a poussé sa femme à le quitter. Pendant un instant, Clark semble retrouver ses esprits. Il détache Marie, mais ils sont interrompus par l'arrivée d'un autre still life. Une copie déformée de Clark, immense, humanoïde et vêtue du costume de pirate de Captain Clark. Clark tente de le calmer, mais celui-ci le tue. Marie prend alors la fuite, se foulant la cheville au passage. Finalement, acculée dans une réplique du magasin de Clark, elle parvient à repousser le still life. Par accident, elle déclenche un piège à gaz en percutant plusieurs bouteilles de gaz, puis l'attaque avec un morceau de béton qu'elle conservait depuis son enfance et qui était lié à son trauma. Après avoir réussi à s'échapper, Marie tombe sur un groupe de chercheurs d'Async en combinaison hazmat. Ils neutralisent le pirate et ramènent Marie jusqu'à leur base. Elle est ensuite conduite dans une salle d'interrogatoire où elle rencontre Phil. Celui-ci explique qu'Async était autrefois une entreprise spécialisée dans le développement d'appareils d'IRM, mais tout a changé après la découverte des backrooms. Depuis, leur objectif est devenu de cartographier l'intégralité du complexe. Il lui révèle aussi que de plus en plus de portes menant au backroom apparaissent dans les environs. Encore sous choc, Marie répond d'abord aux questions de l'interrogatoire, mais elle finit par comprendre qu'une fois celui-ci terminé, Async risque de la faire disparaître. Pendant ce temps, dans les backrooms, plusieurs nouvelles pièces apparaissent. Elles représentent des lieux issus des souvenirs de Marie,
La dernière image nous montre un still life nouvellement formé de Marie, assis dans une mauvaise copie de la salle d'interrogatoire où elle se trouve. Ce film entier confirme énormément de choses. D'abord, il confirme que le complexe copie bel et bien des éléments du monde réel. On voit littéralement le moment où Clark est copié. Dans le film, Clark découvre un fauteuil, presque un trône, placé exactement dans la même position que lorsqu'il tournait la pub de son magasin, montrant que c'est le moment où Captain Clark a été créé. Les backrooms ne copient pas seulement les lieux, ils copient aussi vos traumatismes, vos souvenirs, ou plus précisément, c'est votre propre esprit qui imprime ces traumatismes dans les backrooms. Les backrooms semblent recréer les pires souvenirs et les versions les plus misérables des gens, parce que ce sont précisément ces moments qui portent les émotions les plus fortes. Et ce sont souvent ces émotions qui marquent le plus profondément une vie. Un traumatisme laisse des traces partout, même dans les plus petits détails du quotidien. Lorsqu'il survient durant l'enfance, il influence toute la manière dont une personne grandit et vit à l'âge adulte. Même lorsqu'on parvient parfois à guérir, la douleur ne disparaît jamais complètement. On apprend simplement à vivre avec, sans la laisser nous dévorer. Mais il existera toujours quelque part une version de nous qui est restée prisonnière de cette souffrance. Et dans le cas de Clark, peut-être qu'une partie de lui avait même fini par s'y complaire. Les backrooms se souviennent de tout. Les backrooms sont tout. Et quelque part à l'intérieur, il existe déjà une version de vous. Déformée, inhumaine. Mais elle est déjà prisonnière du complexe. Et lorsque vous la verrez, vous vous en souviendrez. Peut-il exister quelque chose de plus grand que tout ça? Vous avez toujours été ici. Souviens-toi, Ivan Peck.